Avec nous, Yohann Gillet, bonsoir, vous êtes député du Rassemblement national du Gard. Avant de parler du fonds Marianne, je voudrais qu'on revienne sur les quartiers nord et les dealers qui font la loi. Hier, il y avait un reportage chez nos confrères de TMC. Vous savez, Martin Veil, qui est un grand reporter, qui va sur le terrain. Et il a fait un reportage dans le quartier nord. Le rappeur Hitch nous a amené dans sa cité. Il y a des quartiers nord, les Oliviers. Sans lui, on n'aurait pas pu rentrer. Il y a des barrages et des guetteurs à toutes les entrées. Et il y a eu un flux de messages incessants sur les réseaux sociaux, comme si les gens découvraient ce qui se passait en fait à Marseille. On n'a pas la mémoire courte ici. On a souvent lancé l'alerte en présentant ce qui pouvait se passer. Vous allez revoir un reportage, c'est en 2021. On est en 2021 et vous avez déjà ces checkpoints à Marseille. Voyez ce sujet de la rédaction et on va se poser la question, comment en 3 ans et demi on en soit encore à cette situation. En plein cœur des quartiers nord de Marseille, certaines rues sont bloquées par des barrages artisanaux, faits de palettes ou encore de caddies. Selon les habitants, c'est une invention des trafiquants de drogue pour surveiller et éviter l'arrivée des forces de l'ordre. Les véhicules où ils n'ont pas de visibilité dedans, ils les arrêtent pour voir si, en gros s'il n'y a pas de policiers cachés dedans. Ils jettent un œil, ils vous ouvrent, si c'est un fourgon, ils ouvrent l'arrière du fourgon, ils ne vous demandent pas, ils le font. Le barrage a été installé pour la première fois il y a 1 an. Certains habitants l'évitent par peur. D'autres sont en colère. Ils disent avoir alerté les forces de l'ordre, la préfecture ou encore les élus. Mais le barrage est toujours là. Quand la police passe, les gens des barrages s'en vont, mais dès qu'ils s'en vont, 2 minutes après, ils reprennent la route. Et il n'y a pas de présence permanente. Le problème n'est pas résolu. Certains habitants regrettent de voir Marseille se dégrader. D'autres barrages auraient été installés dans d'autres quartiers. La mairie appelle le gouvernement à renforcer les effectifs policiers dans la ville. Et avant de commencer le débat, Hassem Hamou était l'invité de Jean-Marc Morandini. C'est le fondateur d'un collectif qui s'appelle Trop Jeune pour Mourir. Lui aussi, ça fait des années qu'il combat et qu'il alerte dans les médias pour dire mais attendez, la situation dans certains quartiers à Marseille est hors de contrôle. Et écoutez-le attentivement parce qu'il dit mais attendez, ça ne surprend absolument plus les habitants. Réveillez-vous à Paris parce que nous, ce qui se passe, c'est depuis des années. Moi, j'ai envie de vous dire que ça ne me surprend pas en réalité. C'est le quotidien des habitants, des Marseillaises et des Marseillais. Il n'y a plus rien de surprenant étant donné que ça fait des années aujourd'hui que cette situation-là existe. Ça surprend peut-être le milieu parisien, j'ai envie de dire, mais honnêtement, plus les habitants des quartiers, malheureusement. Tout ce que la police peut faire dans nos quartiers aujourd'hui, c'est extrêmement éphémère. Le fait que nous, on demande une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée, au Sénat, c'est que justement, il faut évaluer la situation de nos quartiers. La vérité, c'est que toutes les opérations de coup de poing organisées par Darmanin sont extrêmement éphémères. Aussitôt les policiers partis, le trafic se réinstalle avec tout l'attirail que vous avez vu à la télé, c'est-à-dire les poubelles en travers de la route, le contrôle des habitants, le contrôle des accès des cités. C'est ça la vérité. Vous lui répondez quoi, Yohann Gillet? Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national du Gard et qui demande à ce que les politiques prennent en charge ce dossier-là. Est-ce qu'il y a une commission parlementaire pour voir vraiment le cœur de la problématique à Marseille? Je dis que c'est une très très bonne idée parce que c'est un sujet que je dénonce également et que nous dénonçons au Rassemblement national depuis très longtemps. Dans ma circonscription, là, il y a la ville de Nîmes. Dans la ville de Nîmes, il y a également ce genre de quartier avec des checkpoints. La semaine dernière, d'ailleurs, Nîmes a fait l'actualité avec une médiathèque qui était fermée par le maire parce que les agents municipaux n'étaient plus en sécurité. Moi, je dis clairement que ce genre de quartier, il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup. Donc effectivement, à Paris, il faut prendre les bonnes décisions. Il faut que le gouvernement agisse en face. Gérald Darmanin a été alerté sur Marseille, sur Nîmes et sur beaucoup d'autres villes de France sur des problèmes similaires. Force est de constater que rien n'est fait. Je vous reprends l'exemple de Nîmes. La semaine dernière, ça a fait la une de l'actualité. Alors Gérald Darmanin s'est réveillé, a envoyé les CRS, ça a duré 4 jours. Et aujourd'hui, plus rien. Et aujourd'hui, il se passe quoi à Nîmes? Eh bien, rebelote, des checkpoints, du trafic de drogue, des armes lourdes, avec des habitants qui ne peuvent plus vivre en sécurité. Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne. Aujourd'hui, c'est une situation d'échec. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que vous n'avez déjà fait sur ces dernières années? Malheureusement, c'est une situation qui dure depuis très longtemps, depuis trop longtemps. D'abord, sur la forme de ce petit reportage de TMC, moi j'ai été un petit peu gêné de la manière dont ça a été fait, un petit peu façon western, où on arrive sur le scooter. C'est
prise de quartier par les jeunes, ils n'ont rien d'hollywoodien. C'est une petite poignée de jeunes qui bloquent tout un quartier. Donc, j'aime pas trop la manière dont on les traite avec un regard. Maintenant, sur le fond, c'est vrai, comme vous dites, sur Marseille, en l'occurrence, on a mis les moyens. On a augmenté les effectifs de police comme ils sont demandés. Et force est de constater que le trafic se réorganise d'une manière ou d'une autre et que les trafiquants ont toujours une longueur d'avance. Parce que les moyens temporaires, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ils ne sont pas temporaires, les moyens. Vous les avez votés, vous les avez pas votés dans le budget, mais en tout cas, on les a votés, on les a discutés ensemble. C'est pas vrai. Ce qui se passe à Marseille, c'est ce qui se passe à Nîmes également. On annonce des renforts supplémentaires. En réalité, ce ne sont pas des chiffres nets, parce qu'il y a des départs à la retraite, parce qu'il y a des mutations. Et Gérald Darmanin fait ça dans chaque département, a annoncé régulièrement des augmentations d'effectifs. Des brigades qui ouvrent. Alors que les chiffres qui sont communiqués sont faux. Tout simplement. Non, vous observez bien des chiffres de policiers qui augmentent, des brigades de gendarmerie qui ouvrent. Il n'est pas là le problème. Là, il faut quand même constater qu'on a. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire difficilement Est-ce que c'est aujourd'hui, il faut par exemple boucler pendant plusieurs semaines un quartier, reprendre la main sur ce quartier en mettant des moyens XXL, je sais pas. Est-ce qu'il faut mettre l'armée? Je sais qu'il y a 10 ans. C'est une question de volonté, au moins autant que de moyens. C'est une question de volonté. C'est très intéressant le cas nîmois, parce que c'est une ville que je connais bien. Et pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Nîmes, vous avez un centre qui est absolument magnifique, qui ressemble à Rome, et vous avez à 5 minutes du centre-ville en voiture un autre monde. C'est ça. Avec des immeubles qui sont vétustes, des routes qui on circule difficilement, des gens qui ne respectent absolument plus les codes normaux de la société. Et donc vous avez cet aspect très bourgeois, très riche au cœur de Nîmes. 5 minutes après, vous vous retrouvez dans une zone d'un autre droit. Et ça, c'est des années de chute de l'État, d'absence d'investissement de l'État. Et avec une situation qui s'empire de mois en mois, d'année en année, alors même qu'on a soi-disant des moyens supplémentaires. Et c'est vrai que Gérald Darmanin annonce chaque année des moyens supplémentaires à Nîmes. En l'occurrence, la situation s'aggrave d'année en année. Donc il faut arrêter aussi de raconter tout et n'importe quoi. Effectivement, il faut mettre le paquet, il faut pouvoir reprendre la main. Il faut aussi dire que, certes, c'est une poignée des jeunes des quartiers qui bloquent ces quartiers et qui en font ce qu'ils veulent, qui en font des zones de non-droit. Mais il faut aussi dire qu'il y a la complicité des familles qui ferment les yeux parce qu'il y a le trafic de drogue qui rapporte énormément d'argent et donc tout le monde ferme les yeux. Des familles apeurées, pour le coup, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens armés, rendez-vous compte que dans certains territoires en France aujourd'hui, vous avez des checkpoints avec des délinquants ou des criminels, des dealers qui sont en train de demander la carte d'identité à la personne. Donc en fait, c'est-à-dire que l'État est passé à côté. C'est un autre État. C'est un État dans l'État. L'État n'est plus là, surtout. L'État n'est pas passé à côté, il n'est plus là. Mais l'État est bien là, on peut pas laisser dire que l'État n'est plus là, l'État est bien là, mais c'est vrai que sur certaines zones, et Marseille est un cas bien particulier, on a un taux de criminalité qui est trop important, qui est très très important, lié à la drogue. On ne peut pas dire que l'État n'est pas là parce qu'on y met les moyens, on y met des effectifs de police. La police est là, la police fait extrêmement bien son travail. Maintenant, on a des réseaux de drogue qui sont extrêmement organisés. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une réflexion globale au Parlement. Et moi, je vous invite, si vous avez envie de travailler là-dessus, qu'on y travaille tous ensemble sur la manière dont on peut réguler le trafic de drogue en France. Ah, vous êtes prêt à travailler avec le Rassemblement national? Moi, je suis prêt à prendre toutes les bonnes idées pour avancer sur ces sujets-là. Ils sont beaucoup trop importants pour ne pas le faire. Faites figure d'exception à la majorité, c'est très intéressant. Ah mais écoutez, travailler avec le Front National ou avec le Rassemblement National, c'est même pas le sujet quand on voit des situations comme ça. Des gens qui se font tirer dessus tous les jours, il y a des gens qui se font tirer dessus. Donc, à partir de là, il faut simplement trouver les bonnes solution. À situation d'urgence, Union nationale. Moi, je n'appelle pas l'Union nationale avec le Rassemblement national. Bah, c'est ce que vous venez de dire il y a 2 minutes, Alexis Lizard. Pardonnez-moi. J'appelle à trouver des solutions. Mais si vous l'appelez, peut-être, mais moi, en tout cas, je ne l'appelle pas. Moi, je n'appelle rien, j'essaie de comprendre. Moi, j'appelle à commencer par voter les mesures de bon sens qu'on vous propose dans ce cas-là. 23h, le point sur... Vous avez compris la même chose que moi, Jean-Sébastien. 23h, le point sur l'information, s'il vous plaît, Trina Magdine. Et ensuite, on va parler du fonds Marianne, Marlène Schiappa. Je ne suis pas sûr que les gens, en tous les cas, comprennent un peu ce qui s'est passé aujourd'hui et les enjeux qui sont liés à ce fonds Marianne. Mais d'abord, le point sur l'information. Le réfugié syrien qui a poignardé jeudi dernier 2 adultes et 4 enfants à Annecy a été transféré du centre pénitentiaire d'Éton en Savoie à l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron. Mutique depuis son interpellation, il a été mis en examen pour tentative d'assassinat sans que l'enquête n'ait encore permis de comprendre son geste. Le pronostic vital des 6 blessés n'est aujourd'hui plus engagé. Un automobiliste de 19 ans a été tué par un policier qui a fait usage de son arme cette nuit en Charente suite à un refus d'obtempérer. Le policier légèrement blessé aux jambes fait désormais l'objet d'une procédure pour homicide volontaire confiée à l'IGPN. Et le chauffard touché au thorax est visé par une enquête du parquet pour refus d'obtempérer et violence avec arme.
Marlène Schiappa a été auditionnée ce matin par la commission d'enquête du Sénat dans l'affaire du fonds Marianne, un fonds lancé après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. La secrétaire d'État s'est défendue et a nié toute intervention dans l'attribution des subventions en reconnaissant que les choses auraient pu être faites autrement. Les détails dans un instant. Justement, chère Trina Magdine, parce que vous nous faites la transition, Marlène Schiappa a été auditionnée aujourd'hui, ça a duré plusieurs heures. C'était un peu flou, on va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble, de répondre aux enjeux. On voit cela avec Thomas Bonnet. Plus de 3 heures d'audition et des échanges parfois musclés. Interrogée sur son rôle dans l'attribution des subventions du fonds Marianne, Marlène Schiappa plaide la bonne foi et attribue à son cabinet de l'époque la plupart des décisions. Des réponses peu appréciées par le président de la commission d'enquête Claude Rénal ainsi que le rapporteur Jean-François Husson. Quand le cabinet prend une position, elle est supposée être la position de la ministre. Moi, je ne me défausse pas, je ne me dérobe pas, je suis là devant vous et j'entends endosser ma responsabilité, toute ma responsabilité, pardon pour la formulation, mais aussi rien que ma responsabilité. Excusez-moi, mais c'est assez extraordinaire ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire qu'avec 3 membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien sur, comment dirais-je, une séquence de 3 semaines d'un fonds Marianne dont vous déclarez l'urgence à agir. Dans le cadre de ce fonds Marianne, un total de 2,5 millions d'euros ont été alloués à 17 associations, dont 355 000 euros pour une structure dont Mohamed Sifawi était responsable. C'est sur cette attribution précise que pèsent des soupçons de favoritisme, ce dont se défend Marlène Schiappa qui réfute toute proximité avec l'ancien journaliste. Je vous dis que je n'ai à aucun moment ni priorisé moi-même, ni demandé de prioriser le dossier de M. Sifawi. Et j'ajoute que je n'avais aucune raison de demander à prioriser le dossier de M. Sifawi et que je ne l'ai pas fait. Malgré sa défense, le rôle de Marlène Schiappa continue d'interroger, surtout après les déclarations la semaine dernière de son ancien directeur de cabinet qui avait affirmé face aux sénateurs que la ministre était intervenue pour écarter la candidature de SOS Racisme. Des soupçons qui fragilisent politiquement Marlène Schiappa, alors même qu'une enquête judiciaire a été ouverte. Mohamed Sifawi était entendu par la police ce mercredi. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous l'avez trouvée convaincante, Marlène Schiappa, cet après-midi ? Elle n'a pas perdu son calme, mais elle était clairement en difficulté face aux sénateurs qui, eux, avaient tendance à s'agacer un peu parce qu'elle ne répondait pas substantiellement aux questions qui lui étaient posées. C'est vrai que la formule « j'assume mes responsabilités, mais rien que mes responsabilités », moi je la trouve un peu douteuse parce que si, évidemment, que le ministre est responsable des décisions prises par son cabinet. On ne parle pas d'un dossier qui serait énorme, qui serait tentaculaire, extrêmement difficile on parle de 2,5 à millions, c'est quand même une grosse somme. Et 17 associations. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les choix, la procédure de choix, elle était relativement facile à suivre. Là, ce qu'on reproche à la procédure en question, c'est que précisément, les choix aient pu être faits sur des notes, sur des dossiers de présentation pour demander des fonds publics qui étaient extrêmement succincts. Malheureusement, moi, ce que je crois, c'est que ça n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Le problème, c'est que la plupart ou une grande masse de subventions qui sont accordées dans ce pays par l'État comme par les collectivités territoriales ne sont absolument pas contrôlées, qu'il y a énormément de favoritisme, énormément de clientélisme, et que là, on fait ce procès-là. Ne soyons pas dupes non plus. Moi, je pense que ce dossier-là a été très mal géré. Mais pourquoi ce procès-là est-il fait à Mme Schiappa ? Parce qu'on cherche, ou un certain nombre de gens, Mediapart entre autres, cherchent à s'en prendre au printemps républicain, c'est-à-dire aux gens qui défendent une vision de la laïcité relativement... Mais elle a dit qu'elle n'avait rien à voir avec le Parti républicain. Le printemps, pardon. Oui, mais enfin, elle est quand même dans cette mouvance-là, et politiquement, c'est ce qu'elle n'était pas forcément ça au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais elle est devenue ça. Et c'est ça qu'on leur reproche, effectivement. Après, que ça a été très mal géré, oui, ça, incontestablement, ça a l'air d'avoir été très mal géré. Écoutons justement le président de la commission, qui est un sénateur socialiste, Claude Rénal, et qui perd patience et qui lui dit lorsque on est ministre, on a la responsabilité de ses collaborateurs. Quand il y a une position d'un cabinet, notamment écrite, elle engage son ministre. On est bien d'accord. Bon, il y a une responsabilité conjointe. Voilà. Ce qui me permet de vous dire d'ailleurs tout de suite, Madame la Ministre, que dans votre propos introductif, il y a quelques moments que ce soit jusqu'à présent, vous avez mis en cause ou en jeu ou en discussion votre propre responsabilité. Pour l'instant, vous dites c'est l'administration, c'est le cabinet. Voilà. Bon. Non, Madame. Quand le cabinet prend une position,
elle est supposée être la position de la ministre ou du ministre. Hein. Je veux dire, de manière, faut pas, voilà, de manière générale, c'est comme ça que les choses se font. Et heureusement, parce que sinon, quelle serait la qualité d'une intervention du cabinet si ce n'était pas la voix du ministre, hein. Voilà. Et donc, ça me paraît très important. Alexis Izard, je rappelle que vous êtes député Renaissance, donc partagez les positions évidemment, et vous êtes avec la ministre. Quel regard vous avez porté sur cette commission? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une ministre qui est fragilisée? Moi, ce qui est certain, c'est qu'on a eu tout de même une commission, et ça a été rappelé, hein, qui a duré 3 heures, donc une commission sous serment. Donc on croit ou qu'on ne croit pas ce qu'elle a dit, en tout cas elle était sous serment et elle était amenée à dire uniquement la vérité. Moi, je suis plutôt rassuré de voir que bonne ou mauvaise gestion, on a quand même eu une enquête judiciaire qui a été ouverte, une commission d'enquête, les médias qui s'en sont emparés. On ne peut pas dire qu'on puisse, après cette affaire-là, faire n'importe quoi avec l'argent public, et je trouve ça plutôt rassurant. Maintenant, les conclusions, elles ne sont pas encore prises. La Cour des comptes explique très régulièrement qu'on peut, et notamment sur le terrain des subventions. Une fois que les conclusions sont prises, si elles sont incriminantes pour la ministre, je sais, convaincu qu'elle prendra ses responsabilités. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Monsieur le député, à l'opposition, on dit quoi? Marlène Schiappa dehors, c'est un scandale, qu'est-ce qu'on dit? Sur l'utilisation de l'argent public, c'est un scandale, évidemment, mais sur Marlène Schiappa, ou bien elle a des responsabilités, mais ça, il y a la commission d'enquête, il y a la justice qui fera son travail, mais elle a au moins fait preuve de légèreté. Elle reconnaît finalement qu'elle ne tenait pas les rênes de son ministère, que chacun faisait ce qu'il voulait. C'est ce qu'elle dit pour se défendre. Ça n'a pas de sens, ça veut dire qu'en fait, Marlène Schiappa est une mauvaise ministre, très clairement. Sa responsabilité, ce sera à la justice de le trancher. Toujours est-il que l'argent public a été mal utilisé et que l'argent public était sous sa responsabilité. Et là, c'est grave. Alexandre Devecchio. Il faudra peut-être une synthèse des deux. Ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferjou me paraît assez juste. Je suis pas sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi avant avec de l'argent public. Il y a beaucoup d'associations communautaristes, pour le coup, qui sont pas laïques, qui sont subventionnées, aidées. Beaucoup d'associations d'aide aux migrants qui sont d'extrême gauche, et on se demande pourquoi Mediapart ne va pas enquêter sur celle-ci. Maintenant, c'est dommage parce que je pense que la cause était bonne et que la légèreté de Marlène Schiappa discrédite un peu la cause de la laïcité et des actions qui auraient pu être utiles. Donc effectivement, si elle avait fait preuve de plus de sérieux, elle aurait pu financer des choses intéressantes. Là, manifestement, il y a eu de l'argent public qui a été gâché, mais hélas, je crois que c'est pas la première fois. Et en plus, ces associations, si elles n'ont pas fait de bien, elles n'ont pas fait de mal. Parfois, de l'argent va pour des associations qui visent plutôt à la destruction de la France que à son relèvement. Claude Obadia, je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie. Il y a aussi une question de confiance des Français qui se disent qu'est-ce que font nos gouvernants avec notre argent, avec l'argent de l'État? Et c'est ce type de polémique, ou en tous les cas d'affaires, qui peuvent rompre la confiance entre le Français et le responsable politique. Elliot, vous lisez dans mes pensées. Ah bon? Vous lisez dans mes pensées parce que moi, ce que je vois dans cette séquence, c'est évidemment les conséquences déplorables dans l'opinion publique. Nous vivons une époque dans laquelle en fait, qui est celle de la crise de la représentation politique, à laquelle on oppose évidemment des formes d'expression démocratique différentes, radicales, parfois violentes. Je crois que lorsque l'argent public est gâché, gaspillé de cette façon-là, eh bien, on ne fait que renforcer le sentiment de défiance des Français, de défiance des classes populaires vis-à-vis de leurs représentants politiques. Alors, n'oublions jamais que la représentation politique, ce n'est pas un acquis. Rousseau l'a écrit. Là où il y a un représentant, il n'y a plus de représenté. Il n'y a pas de représenté. La représentation politique, c'est quelque chose qu'il faut cultiver de façon continue, sans cesse. Et là, le message qu'on envoie aux Français lorsque l'argent public est gaspillé de cette façon-là, il est catastrophique pour la démocratie, il est catastrophique pour la représentation politique. Avançons. L'actualité politique, c'est également cet échange, Johan Gillet, que vous avez eu dans l'Assemblée, dans l'hémicycle avec Gérald Darmanin. Ça a été assez violent, c'était hier, après le drame d'Annecy. Vous alertez et vous posez une question au ministre de l'Intérieur. Vous interpellez donc le gouvernement sur la politique migratoire à tenir. Et le président de la République, Alexis Izard, avait pu recadrer en quelque sorte la Première ministre en disant: le Rassemblement national, on doit le combattre sur le fond, sur les idées, sur le programme, mais pas sur n'importe quel parti politique, mais pas sur des arguments moraux. C'était en réaction à Elisabeth Borne qui avait fait un trait d'union entre le maréchal Pétain
et le Rassemblement national. On va revoir cette séquence et puis ensuite on en parle. Si vous vous attaquiez enfin au sujet de l'immigration, les Français pourraient aussi retrouver leur tranquillité. Cela devrait guider votre action chaque matin, car votre devoir, monsieur le ministre, est de protéger ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, et notamment les compatriotes les plus fragiles. Qu'attendez-vous pour agir? Nous avons, nous, un projet déjà prêt, clé en main, celui de Marine Le Pen. Nous vous donnons, monsieur le ministre, nous vous donnons notre accord pour le copier-coller. Vous pourriez ainsi vous attaquer au droit du sol et à la délinquance en expulsant les délinquants étrangers, réformer l'AME, réformer le droit d'asile. Bref, vous pourriez, avec le projet de Marine Le Pen, répondre aux attentes légitimes des Français et tourner la page du manque de courage politique. Monsieur le député, je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est de vous remercier d'avoir retrouvé enfin un peu de décence. La première, c'est de vous remercier de ne pas avoir sauté sur votre téléphone, votre clavier, pour dénoncer je ne sais quel défaut du fonctionnement du gouvernement pour pouvoir appuyer vos thèses fondées sur la peur. Votre question d'actualité a sans doute été demandée avant que vous vous rendiez compte de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy, pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs, les victimes ne vous intéressent pas. Vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement, l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement national. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet. Deuxièmement, monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple. Mais je vous ferai remarquer que Mme Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par 2 fois, elle a été battue à l'élection présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône l'adversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non. Et c'est un grand peuple que le peuple français. Alors, vous n'avez pas pu lui répondre, puisque vous aviez utilisé les 2 minutes nécessaires pour poser la question. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui répondre à Gérald Darmanin, ou du moins à Alexis Izard, puisque la majorité est sur ce plateau? J'aurais aimé tout simplement réitérer mes questions. En l'occurrence, je le questionnais sur l'immigration, sur son projet de loi qui ne vient pas, qui est annoncé depuis des mois. Je le questionnais sur le droit d'asile, sur les EQTF qui ne sont pas exécutés, sur toutes ces questions sur lesquelles il n'a pas répondu. Gérald Darmanin a montré une fois de plus qu'il était un petit ministre qui n'aurait pas sa fonction. On lui pose des questions, il doit simplement répondre. Et en faisant ça, on sait très bien, il essaie de se mettre dans une certaine posture pour préparer son avenir politique. Il essaie aussi de contourner le sujet majeur qu'est l'immigration. Il faut rappeler quand même que 70% des Français aimeraient pouvoir avoir un référendum pour pouvoir s'exprimer sur le sujet et qu'aujourd'hui, personne ne leur donne cette possibilité. Donc voilà, j'aurais aimé que Gérald Darmanin réponde aux questions simplement. D'accord. Bon, il faut quand même peut-être remettre le contexte du moment où ont lieu ces questions au gouvernement. On ne savait même pas si les enfants, où on apprenait tout juste que les enfants allaient bien. Je pense que là, on était sur une réaction du ministre qui suit un dossier avec des enfants qui se sont fait poignardés. Mais ma question ne portait pas sur Annecy. Et forcément, il y a eu cette réaction-là. Mais ma question ne portait pas sur Annecy. Oui, mais il y a eu énormément de récupération là-dessus. Et c'est pour cette raison que le ministre a réagi comme ça. Ma question parlait de l'immigration en général. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le projet de loi immigration la proposition de loi immigration qui va arriver va être débattue au Parlement. Et moi, je pense que c'est une bonne occasion et un bon moyen de répondre à toutes ces questions-là. Ce sera le bon moment. Quand elle arrive? Parce que ça patine quand même, ça fait 1 an qu'on nous l'annonce. Eh bien, elle va arriver. Ce procès qui est fait en récupération, Karim Abrik, est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous partagez cette position? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce temps de décence qu'il pouvait y avoir après certains drames et les questions politiques se sont posées quelques minutes, quelques heures après les faits? Oui, il y a un temps de l'émotion, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une époque où tout va extrêmement rapidement. Les médias, les réseaux sociaux. Et il y a aussi, je pense, une sorte de colère, d'incompréhension dans la population qui est là depuis longtemps. C'est pas juste, il y a eu le drame qui est arrivé et on est sous le choc. Je pense que tout le monde a été sous le choc, mais ça fait des années qu'on a l'impression, je pense, quand on regarde en France, il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent de la situation. Et je trouve ce fameux procès en récupération, malheureusement, c'est souvent une façon de taire le débat, de taire les questions. C'est un écran de fumée, selon vous? Oui, c'est ça. Et c'est une façon de faire taire
des questions qui se posent, qui ne sont ni à gauche ni à droite, mais qui sont ancrées dans la réalité. Et on ne peut pas faire justement l'esquive, on ne peut pas esquiver ce fameux débat sur les questions notamment d'immigration. Mais oui, il y a un temps pour l'émotion, mais il ne faut pas tout mettre ensuite dire que c'est de la récupération. Pas du tout. Je pense qu'il faut se poser les vraies questions. Je dois vous libérer à 23h20. On va gagner 2 petites minutes. On va prendre 2 petites minutes en plus. Ferréol Delmas va nous rejoindre sur le plateau dans un instant. L'écologie est souvent portée par la gauche. Il se présente comme un écolo de droite. Donc je suis très curieux de voir ce qu'est un écolo de droite. C'est vrai que par exemple au Rassemblement national, quand on regarde le programme de Marine Le Pen, on voit peu d'arguments, peu de propositions sur l'écologie. Est-ce que l'écologie, ça peut être un parent pauvre du Rassemblement national? Mais vous vous trompez. Déjà en l'occurrence, à l'époque du Front National, déjà nous avions un programme écologique. Nous avons d'ailleurs été le premier parti en France à avoir un vrai programme écologique. Donc vous pouvez pas dire tout et n'importe quoi, c'est pas vrai. Je pense que aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'écologie, elle est de gauche ou elle est de droite. En l'occurrence, la gauche porte une écologie totalement démagogique, qui n'est pas réaliste, qui ne répond pas aussi aux besoins des Français. Voilà. Et puis, il y a les partis, comme le Rassemblement national, qui proposent des choses concrètes pour pouvoir préserver notre terre, mais le faire intelligemment, sans avoir pour autant à taper sur les Français. Notamment, on peut parler des ZFE, par exemple. C'est un exemple très concret. Aujourd'hui, on va empêcher les classes populaires qui n'ont pas les moyens de se racheter des voitures de rouler dans les villes, alors même qu'il y a beaucoup d'autres mesures à avoir, tout simplement. Alors, sachez que j'évite de dire n'importe quoi sur ce plateau, et quand je dis quelque chose, j'essaye de m'informer, monsieur le député. Et au lendemain de l'échange qu'il y avait pu avoir, le débat entre Jordan Bardella et c'était le débat des valeurs avec le militant écologique qui a été agressé, Alexandre Devecchio, aidez-moi pour son nom. Hugo Clément. Et Hugo Clément, je suis allé faire un tour sur le site pour voir quelles étaient les propositions du Rassemblement national sur l'écologie. Et sur la première page qui présente le programme, j'ai juste eu à faire CTRL F pour voir s'il y avait dans le programme le terme écologie, et j'ai eu du mal à le trouver. Mais apparemment, il y a d'autres fascicules, peut-être, sur l'écologie. Mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est un parent pauvre? Avançons un petit peu, c'était vraiment une petite parenthèse qu'on pouvait faire. Vous avez mal cherché. La NUPES. Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis Boyard? Vous étiez dans l'hémicycle quand il a eu son coup de colère à l'égard d'Elisabeth Borne ou pas? La motion de censure. La motion de censure, vous y étiez? Non, moi j'étais en circonscription. Ah, vous y étiez? Tout à fait. Et alors, vous l'avez entendu, parce que vous êtes vraiment à l'opposé, donc vous avez entendu Louis Boyard invectiver la Première ministre? Non, j'ai pas entendu tous les propos. En revanche, ce qu'on peut dire sur Louis Boyard, c'est que finalement, il est à l'image de la NUPES, c'est-à-dire qu'il est très colérique, ils sont très peu respectueux des institutions, ils passent du temps à taper sur leur table et à crier pour tout et pour rien. Donc voilà, Louis Boyard est finalement à l'image de son parti, tout simplement. Ce sont des agitateurs. Jean-Philippe Tanguy parlait de méthode de racaille ce matin. Oui, sur ces méthodes-là, mais ça fait des mois qu'on le voit. Ils n'ont aucun respect pour nos institutions, ils se comportent mal, ils n'hésitent pas à insulter des ministres d'assassins. Oui, effectivement, ils n'ont aucun respect pour l'institution. Bon, on va éviter de revoir la séquence, je pense que tout le monde l'a vu, mais il a écopé d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, traduction. Un quart de son indemnité sera sucré en quelque sorte. On lui enlève un quart. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que ce matin, il était face à Apolline de Malherbe, journaliste consoeur à BFM. C'est l'interview de la matinale. Et là, enfin, une journaliste qui pose les questions que peut-être beaucoup de Français se sont posées. Mais qu'est-ce qui s'est passé Moi, je me serais pas permis. Je me suis dit, est-ce qu'il est dans son état normal? Est-ce qu'il n'était pas dans un état second? Écoutez, voyez cet échange, parce que ce qui est intéressant, c'est que il répond avec le sourire. Il est calme, beaucoup plus calme que face à la Première ministre. Il a pris une tisane. Qu'est-ce qui vous a pris? Je suis comme tous les Français, je suis en colère. Au moment où la Première ministre prenait la parole, c'est comme ça a toujours été à l'Assemblée nationale, il y avait du bruit. La présidente de l'Assemblée nationale nous demande de nous taire. Et je lui réponds, on ne se taira pas tant qu'on n'aura pas le droit de voter sur la réforme des retraites. Et je lui dis 3 fois, comme le disent l'ultra-majorité des Français. Puis alors la présidente de l'Assemblée nationale se met à me faire une leçon de morale et je lui réponds que je n'ai pas de leçon à recevoir d'un agent de l'Élysée, ce qu'est la présidente de l'Assemblée nationale, puisqu'elle a empêché les députés de voter sur la réforme des retraites, en sachant très bien que si on l'a voté, on abrogerait cette réforme. Donc, j'ai fait mon travail de député, qui est celui d'exprimer la colère du pays. Là, vous le dites très calmement. On le voit bien, non seulement on l'entend, mais on le voit aussi dans votre attitude. Vous êtes avachi dans le fauteuil, vous criez un peu fort. Honnêtement, vous étiez dans votre état normal? Bien sûr que oui.
Bah attendez, j'étais. Vous n'aviez pas bu, vous n'aviez pas fumé, c'est une drôle de question que vous me posez. Vous avez rarement vu des gens en colère. Toutes les questions, je trouve que non, c'est pas juste de la colère, parce qu'il y a de la colère qui pourrait, vous auriez pu limite vous mettre debout, vous auriez pu, mais vous êtes, en effet, vous l'avez vu, l'attitude, elle est ostensible cette attitude. Je peux reconnaître quelque chose. Peut-être que mon dos n'était pas assez droit, mais en revanche, la colère, elle, aucun souci sur ce sujet. Imaginez, on vous pose la question, monsieur le député. Oui, la réponse simple. Ni bu ni fumé. Non, mais ce qui est embêtant avec la France Insoumise, c'est qu'on le voit à chacune de leurs interventions, à chacune même de leur niche où ils déposent des lois, c'est qu'ils ne sont pas sur un projet, ils sont sur des coups politiques à chaque fois, et des coups qui ne les servent même pas eux. Et c'est ça qui est surprenant et qui est inutile. Et d'ailleurs, la NUPES s'en plaint et les autres composantes de la NUPES commencent de plus en plus à s'en plaindre et à ne pas comprendre pourquoi ils essayent de desservir à ce point leur cause. Bon, dans un instant, déjà, je vais vous laisser. Je vous remercie tous les deux.